Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler du style alimentaire sans gluten, puisque depuis quelques années, on voit de plus en plus de sportifs de haut niveau comme Joko, comme Murray, comme Froome adopter ce style alimentaire. Dans les supermarchés ou dans les restaurants, on voit aussi de plus en plus cette offre du sans gluten apparaître. Donc dans cette vidéo, on va chercher à savoir si le gluten est vraiment mauvais pour la santé, est-ce que le sans gluten permet d'améliorer les performances et est-ce que le gluten est plus lié à un effet de mode. Tout d'abord, il faut savoir que le gluten est un ensemble de deux protéines, les prolamines et les gluténines. Le gluten se retrouve dans la plupart des céréales comme le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre, le kamut ou le seigle. C'est la raison pour laquelle on retrouve du gluten dans de nombreux aliments comme le pain, les pâtes, des biscuits, des pâtisseries, des pizzas et des produits industriels. C'est le gluten qui permet notamment de donner de l'élasticité au pain, mais on l'utilise aussi au niveau industriel en tant qu'épaississant, en tant que stabilisant ou exhausteur de goût. Alors vous allez me dire pourquoi on parle autant du gluten depuis quelques années. Pour le savoir, il faut revenir sur l'histoire du blé. La première variété de blé que nous avons cultivée, c'est l'engrain sauvage, il y a 10 à 15 000 ans. Il faut savoir que cet engrain sauvage n'avait que 14 chromosomes et 3 fois moins de gluten qu'aujourd'hui. Au cours des années 1960, période que l'on nomme la Révolution verte, des agronomes généticiens ont créé de nouvelles variétés de blé grâce à une technique qui s'appelle le rétrocroisement. Le rétrocroisement, c'est une technique qui consiste à croiser plusieurs variétés de blé pour les rendre plus résistants et donc augmenter la productivité des entreprises. Le problème, c'est qu'à force de croiser les différentes variétés de blé, on va modifier les gènes du blé et aujourd'hui, le blé se retrouve avec 42 chromosomes, c'est-à-dire 3 fois plus qu'avant. Avec ces 42 chromosomes, le blé va produire de nouvelles protéines. Le problème, c'est que notre corps aujourd'hui n'est pas forcément capable d'assimiler ces nouvelles protéines. Julien Vénesson affirme que le blé moderne est un OGM expérimental tellement modifié qu'il peut mener à tout un tas de maladies comme l'eczéma, la boulimie, les crises d'épilepsie, les maladies auto-immunes ou la fatigue chronique. La première raison qui explique que le gluten est néfaste pour notre corps, c'est que le gluten a un effet antigénique, c'est-à-dire qu'il est reconnu par notre système immunitaire comme une substance étrangère. Les substances étrangères que l'on nomme antigènes vont déclencher la production d'anticorps pour permettre au système immunitaire de se défendre et c'est l'association des antigènes et des anticorps qui va créer des inflammations. Le deuxième problème posé par le gluten, c'est qu'il augmente la production de zonuline. La zonuline, c'est une protéine qui est produite au niveau de l'intestin pour réguler les passages de l'eau entre l'intestin et la circulation sanguine. Le problème, c'est que la zonuline, quand on en produit en excès, elle vient augmenter la porosité intestinale, c'est-à-dire que vous allez venir fragiliser la paroi intestinale et donc derrière, c'est comme si votre intestin devenait une véritable passoire et laissait passer n'importe quoi dans votre circulation sanguine. Si je rentre plus dans les détails, vous avez entre chaque cellule de votre intestin de petits espaces qu'on appelle les jonctions serrées. Quand vous allez manger du gluten, vous allez produire plus de zonuline et la zonuline va venir écarter cet espace entre les jonctions serrées, ce qui va laisser passer potentiellement des molécules toxiques dans votre circulation sanguine. Et ce sont ces molécules toxiques qui vont venir produire et déclencher des maladies. C'est notamment le cas des maladies auto-immunes où le système immunitaire vient s'attaquer à ses propres organes. Parmi les maladies auto-immunes les plus fréquentes, on retrouve notamment la maladie cœliaque, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde ou la thyroïdite de Hashimoto. Je reviens sur la maladie cœliaque car c'est celle qu'on aborde le plus quand on parle du gluten. La maladie cœliaque est caractérisée par une intolérance au gluten, c'est-à-dire que les cœliaques ne peuvent pas du tout digérer le gluten. S'ils mangent du gluten, ils vont déclencher tout un tas de réactions inflammatoires dans leur organisme. Parmi les différents symptômes de la maladie cœliaque, on retrouve les indigestions, l'irritabilité, la fatigue chronique, les diarrhées ou encore les douleurs articulaires. Cette maladie ne concernerait que 1% de la population mondiale, mais certains scientifiques avancent le chiffre de 3% car cette maladie est en constante évolution vu que l'alimentation aussi est en constante évolution. Au niveau médical, l'analyse de notre système HLA, qui est un peu la carte d'identité de notre système immunitaire, peut nous permettre de voir si nous sommes prédisposés ou non à la maladie cœliaque. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes prédisposé à la maladie cœliaque que vous allez forcément la déclencher. Je vous rappelle que vous contrôlez 80% de l'expression de vos gènes grâce à votre alimentation et à votre niveau d'activité physique. En parallèle de la maladie cœliaque, on retrouve ce qu'on appelle la sensibilité ou l'hypersensibilité au gluten. Les grandes différences entre l'intolérance au gluten et l'hypersensibilité au gluten, c'est que dans le cas de l'intolérance, on voit vraiment la paroi intestinale se dégrader et on voit aussi apparaître les maladies auto-immunes. Ce n'est pas le cas dans le cas d'une hypersensibilité au gluten puisque la paroi intestinale peut rester intacte et on ne voit pas apparaître de maladies auto-immunes. Par contre, on retrouve certains symptômes qui sont communs entre l'intolérance et l'hypersensibilité au gluten. C'est notamment le cas des indigestions, de l'irritabilité, de la fatigue chronique ou des douleurs articulaires.
Le problème de l'hypersensibilité au gluten, c'est que ça reste une maladie difficile à diagnostiquer dans la mesure où on ne constate pas de dégradation de la paroi intestinale ni la production d'anticorps. Le meilleur moyen pour savoir si on est sensible au gluten, ça consiste à arrêter le gluten pendant plusieurs semaines et à réintroduire des aliments avec du gluten pour savoir un petit peu comment se comporte notre intestin. Le seul problème, on l'a vu, c'est que le gluten est vraiment omniprésent dans notre alimentation moderne, donc pas forcément évident de savoir si on est sensible ou pas au gluten. Au niveau scientifique, il y a vraiment très peu d'études épidémiologiques pour savoir le nombre de personnes sensibles au gluten. Certains scientifiques annoncent le chiffre de 6% de personnes sensibles au gluten, alors que d'autres vont jusqu'à 35%. Donc ça veut dire que plus d'une personne sur trois serait sensible au gluten. Il faut juste laisser du temps aux scientifiques pour avoir plus de précision dans ce chiffre-là. Alors comment on fait concrètement pour diminuer sa consommation en gluten? Le meilleur moyen, ça consiste bien sûr à réduire sa consommation en céréales, ainsi que tous les produits dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Parmi les aliments sans gluten, on retrouve notamment les légumes, le sarrasin, le quinoa, les patates douces ou les légumineuses. Froome, triple vainqueur du Tour de France, a notamment abandonné les pâtes pour se mettre au quinoa. Il faut tout de même rester vigilant sur ce que peuvent dire les médias sur les bénéfices du style alimentaire sans gluten, puisque dans la plupart des aliments qui possèdent du gluten, on observe généralement un fort index glycémique. Si vous mangez beaucoup de biscuits, de pizzas, de pâtes, donc qui sont des aliments riches en gluten, on a vu que le gluten pouvait avoir des effets néfastes sur le corps, mais il ne faut pas oublier que toutes ces catégories d'aliments ont des index glycémiques élevés. Et je vous rappelle que quand on a un IG qui est élevé, ça va augmenter derrière la production d'insuline et l'insuline va venir transformer le glucose en matière grasse. Autrement dit, va transformer du sucre en graisse dans votre corps. En plus de ce processus, des chercheurs en 2012 ont montré que le gluten pouvait diminuer la sensibilité à l'insuline, ce qui fait que le glucose sanguin, le sucre dans notre sang, a plus de difficultés à passer dans les cellules musculaires. Ça veut dire qu'au niveau des sportifs, ça peut être intéressant vraiment de diminuer sa consommation en gluten pour permettre d'améliorer le passage du sucre dans les cellules musculaires. Là où il faut faire vraiment attention, c'est dans tous les produits sans gluten qu'on voit apparaître dans les supermarchés depuis quelques années. En effet, les industriels ont bien compris qu'ils pouvaient se faire beaucoup d'argent grâce aux aliments sans gluten. Tous les produits ne se valent pas dans les supermarchés au niveau de la santé. Comme je vous l'ai dit avant, de nombreux produits sans gluten possèdent un fort index glycémique. C'est notamment le cas de certains pains sans gluten ou de certains produits à base de farine de riz. Pour vous aider à lire les étiquettes, vous pouvez notamment privilégier les aliments qui possèdent moins de 15 g de sucre pour 100 g d'aliments. Pour la majorité des Français, c'est vraiment très difficile d'arrêter de consommer des aliments avec le gluten puisque tout d'abord, ça fait partie de notre culture, quand on prend par exemple le cas du pain ou des pâtisseries. Mais il n'y a pas que le facteur culturel qui explique pourquoi nous avons tant de difficultés à limiter la consommation de pain ou de céréales, il y a aussi le facteur neurologique. Des scientifiques ont notamment montré que la digestion du blé produisait des exorphines. Les exorphines sont des fragments de protéines qui viennent se fixer au niveau des récepteurs aux opiacés dans le cerveau. Les récepteurs aux opiacés sont normalement les récepteurs où viennent se fixer la morphine. On peut donc dire que le gluten agit comme une véritable drogue. C'est la raison pour laquelle il faut du temps pour arriver à limiter progressivement la consommation de gluten, puisque derrière le gluten, il y a le problème des exorphines. Voilà, ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que le gluten n'est pas forcément favorable pour notre santé, vu les effets qu'il a sur nos intestins. Il peut être intéressant de diminuer sa consommation de gluten, mais attention à ne pas vous diriger vers des aliments qui sont forts en index glycémique, sinon vous aurez tous les effets délétères de l'augmentation de l'insuline. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler de l'intestin. Nous verrons que notre intestin est l'organe le plus important de notre corps humain. À bientôt!